Chapitre 74. Des questions légitimes. La confiance inébranlable que les évolutionnistes placent dans le paradigme ou presque dogme de la théorie de l'évolution des espèces ressemble à s'y méprendre à une forme de foi, une mauvaise foi pour un dogme mauvais. Mais malgré cette confiance aveuglante, la fiction de cette fameuse évolution suscite de vraies questions, et pas seulement d'ordre philosophique, métaphysique ou religieuse, mais bien d'ordre scientifique. Si l'on considère, comme scientifique, ce qui est conforme aux exigences d'objectivité, de méthode et de précision de la science. Darwin, le père de l'évolutionnisme, a en effet fondé cette théorie sur la sélection naturelle en postulant l'existence de périodes immensément longues afin de nous permettre de concevoir l'idée d'une lente et imperceptible évolution des espèces qu'il expliqua par un enchaînement de modifications minimes, telles que celles provoquées par les éleveurs qui sélectionnent leurs bêtes en fonction de critères qu'ils espèrent voir transmis à la descendance des géniteurs choisis. Cette idée d'une planète Terre qui se serait formée il y a des milliards d'années et d'une vie qui aurait lentement évolué vers des formes de plus en plus complexes par tâtonnement, se fondait à l'origine sur un concept de la géologie novateur pour l'époque. L'actualisme de Charles Lyell, géologue britannique, qui en 1828, lors d'un voyage dans le sud de la France et en Italie, avait observé que les couches géologiques récentes pouvaient être classifiées en fonction des proportions de coquillages marins fossilisés que l'on y trouvait. Fort de ce constat, Charles Lyell proposa alors l'idée de l'époque tertiaire, toujours usitée, et appelée de nos jours Cénozoïque. Il divisa cette ère géologique en trois parties, Éocène, Miocène et Pliocène, et concentra son travail sur la stratigraphie, discipline qui étudie la succession des différentes couches géologiques ou strates. Darwin s'appuya sur ces travaux pour développer son concept sur l'évolution des espèces. Il le déclara d'ailleurs sans ambiguïté dans la préface de son best-seller sur l'origine des espèces. Celui qui lit l'œuvre grandiose de Charles Lyell, Principles of Geology, dans laquelle l'historien futur reconnaîtra qu'elle a provoqué une révolution dans les sciences naturelles, et cependant n'admet pas que les périodes écoulées ont été très longues, peut immédiatement fermer mon livre. On ne peut être plus clair. L'actualisme, aussi nommé uniformitarisme, est un des principes de base de la géologie moderne. Il postule que les processus qui furent exercés dans le passé lointain s'exercent encore de nos jours. Ce qui est vrai dans le sens où les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. En physique, il faut cependant appréhender toutes les lois qui déterminent un processus pour comprendre les causes et les effets. Par exemple, pour comprendre qu'un kilo de plomb coule dans l'eau, alors qu'un kilo de plume flotte, il suffit d'appréhender la notion de masse volumique ou densité volumique de masse. Il faut savoir que la pression est aussi un facteur important qui conditionne la flottabilité d'un élément. Un kilo de plume compactée pourrait en effet couler. Enfin, la température influe aussi, et d'une manière moins perceptible. Cela illustre cependant le fait qu'en physique, il peut toujours y avoir une multitude de paramètres auxquels on ne pense pas forcément a priori, parce qu'on peut les ignorer, mais qui cependant influent sur l'objet d'une étude, surtout lorsque l'on cherche à comprendre des phénomènes aussi complexes que la formation des strates terrestres. Ainsi, il y a toujours le cadre général et les exceptions. Or, à l'époque où Darwin fonda sa démonstration sur l'actualisme, pour développer sa théorie, l'actualisme était une vision du monde qui s'opposait au catastrophisme, principe prévalant alors dans le milieu scientifique. Selon le catastrophisme, les caractéristiques de la surface terrestre seraient apparues soudainement, dans le passé, à partir de processus radicalement différents de ceux existant aujourd'hui. En effet, ces caractéristiques seraient le résultat de conditions cataclysmiques que l'on ne rencontre heureusement plus actuellement. Au contraire, les géologues uniformitaristes pensaient que la surface de la Terre était restée globalement inchangée depuis sa création. Son refroidissement, depuis un état en fusion, avait provoqué selon eux des plissements formant les montagnes. Depuis, cette thèse a dû être revue
pour tenir compte de la tectonique des plaques désormais admise par la communauté scientifique, ainsi que de certains événements cataclysmiques tels que les impacts de météorites ou les périodes de volcanisme intense. L'uniformitarisme n'était pas une théorie scientifique à proprement parler, mais plutôt un principe philosophique erroné et un peu simpliste, affirmant que les phénomènes semblables s'opèrent en tout temps et en tout lieu, sans tenir compte de phénomènes essentiels à la compréhension de la géologie, alors inconnus, lorsque cette théorie fut formulée. On peut cependant remarquer que cette thèse était vouée à l'échec, puisqu'elle était incompatible avec les événements décrits par la Bible. Et qu'en cherchant sciemment à s'éloigner de la vérité révélée par Dieu, ceux qui adhérèrent à de pareilles idées furent frappés d'aveuglement. Cette volonté de rejeter l'enseignement divin au profit de fictions délirantes aboutit aux positions extrémistes qui mirent volontairement dos à dos science et religion par des provocations grossières, telles que l'affirmation péremptoire prétendant que l'homme descend du singe, expression dont la paternité reviendrait au philosophe Thomas Huxley, qui utilisa volontairement cette expression provocatrice lors d'un débat contradictoire à Oxford en 1860. Le but de cet affrontement contre nature entre la science et la religion, qui sont deux chemins vers la vérité, était de discréditer l'enseignement dispensé aux enfants par les religieux, pour substituer à cet enseignement traditionnel une nouvelle forme d'éducation. Car l'actualisme, qui servit de base au darwinisme et à l'évolutionnisme, est le socle sur lequel repose l'idée communément admise de périodes géologiques vertigineusement longues, si longues qu'elles donnent le tournis et étourdissent l'intelligence humaine, qui se laisse submerger par l'imagination, permettant ainsi toutes les spéculations sur l'origine des espèces. Désormais, on admettra que c'est du chaos que sort l'ordre. Une chance insolente, nommée hasard, remplacera la providence bienveillante de Dieu. Elle ouvrira le champ des possibles, et tout deviendra possible. L'amibe se transformera en papillon, ou en être doté de raison, sans intervention intelligente, juste par tâtonnement de la nature. Pour le voir, il suffira de patienter quelques milliards d'années, et pour le croire, de se détourner de la Sainte Écriture. Mais une chose est certaine, c'est qu'en toute objectivité, il faudra vraiment croire en la chance pour admettre de telles explications. Car en termes de calcul de probabilité, pour allier les possibilités d'avoir une planète à la bonne distance du Soleil, qui soit dotée d'une atmosphère et des éléments physico-chimiques présents dans les bonnes proportions pour favoriser la vie, c'est de chance qu'il faut parler, et de chance insolente pour qu'une fois ces conditions réunies, la vie apparaisse tout d'un coup, sous la forme d'un être unicellulaire, puis que cet être se duplique, et qu'à la suite de mutations aléatoires de l'ADN initial, on obtienne la diversité biologique que nous connaissons aujourd'hui, et que cette diversité ait créé des chaînes trophiques et des écosystèmes complexes, au milieu desquels une de ces mutations aléatoires est aboutie à l'homme, créature dotée d'intelligence et d'une capacité artistique assez inexplicable. Car en effet, quelles sont véritablement les probabilités que le hasard ait réuni toutes ces conditions? Le verdict du calcul est sans appel. C'est mathématiquement impossible. Cependant, la magie des ères géologiques, immensément longues, rend plus acceptable l'idée qu'il existe une possibilité que du chaos soit sorti l'ordre merveilleux de la nature. Pourtant, cette théorie est basée sur les principes archaïques de l'actualisme, qui postulent que les forces géologiques sont la plupart du temps lentes et restent identiques à travers le temps.